Passons maintenant à la baie d'Hudson. La charte de 1670 accordait à un petit groupe d'individus bien connectés des droits et monopoles sur une protection de charte de l'État. En ce sens, la Compagnie de la baie d'Hudson était l'une des nombreuses entreprises européennes qui ont construit un vaste réseau se livrant au commerce, à l'exploitation, au pillage et à l'esclavage. Une justification des droits de monopole reposait sur les risques pour l'investissement en raison de l'incertitude du commerce à longue distance. La Compagnie de la baie d'Hudson, fondée par un groupe de riches marchands anglais, puis, en 1670, le roi d'Angleterre, M. Charles II, accorda unilatéralement à la Compagnie de la baie d'Hudson le titre de propriété sur la terre de Rupert. Une immense étendue de terre qui comprenait toutes les terres drainées par ces rivières se jetant dans la baie d'Hudson. Cette charte royale accordait également à l'entreprise le droit inattaquable de faire commerce dans tout la baie d'Hudson. Cette zone, qui représente environ le tiers du Canada autochtone, a été rebaptisée Terre de Rupert par les Britanniques. Presque après coup, la couronne s'est rendue compte que les résidents de la région pourraient contester ce transfert de terre et de résister. Ils donnèrent alors instruction au gouverneur local, John Nixon, de discuter de la nouvelle propriété des terres avec les dirigeants autochtones locaux. Voici les instructions données en 1682. Dans les différents endroits où vous allez vous installer, vous parvenez à conclure un pacte avec les capitaines autochtones ou les chefs des rivières et les lieux respectifs par lesquels ils pourraient comprendre que vous avez acheté à la fois les terres et les rivières et qu'ils vous avaient transféré la propriété absolue, ou du moins la seule liberté du commerce. La Compagnie de la baie d'Hudson détenait le monopole théorique sur un vaste territoire, mais contrôlait réellement la zone limitée autour de la baie James et Hudson, où il établissait des comptoirs pour faciliter le commerce de fourrure avec les Autochtones. Bien qu'elle n'ait pas cherché à s'implanter à l'intérieur des terres avant les années 1770, la chute des Wendat et les perturbations des routes commerciales sud lui ont permis de bien prospérer. Les Français, désireux de concurrencer avec la Compagnie de la baie d'Hudson, ont concentré leurs efforts à l'intérieur des terres, établissant alliance avec les Nehiyawak et d'autres groupes. Ces alliances ont pris fin avec la cession de la Nouvelle-France aux Britanniques en 1763. En 1779, la Compagnie Nord-Ouest a été fondée pour défier la baie d'Hudson. La CNO, fusionnant avec les petits concurrents, a étendu son commerce dans les districts Athabasca et Mackenzie, exploitant les riches fourrures du Nord. Devenue un concurrent sérieux, la CNO forma un partenariat influent en 1784, soutenu par les Northwestern, commerçants expérimentés défiant le monopole de la baie d'Hudson. Les métis émergents. Les Européens, comme le HBC ou le CNO, ont adopté des pratiques commerciales autochtones, renforçant les liens économiques et sociaux via des mariages, à la façon du pays. Ces unions ont donné naissance au peuple métis, une nouvelle nation issue de leurs relations. Le commerce des fourrures s'est progressivement déplacé vers l'ouest, influençant les Premières Nations des prairies, telles que les Blackfoot, Siskiyik, Nehiyawak, tandis que certaines nations, comme les Nehiyawak et les Assiniboines, jouaient un rôle d'intermédiaire, d'autres, comme les Blackfoot, évitaient un contact direct avec la HBC. L'expansion de la HBC dans les terres intérieures au XVIIIe siècle a contourné ces intermédiaires, redéfinissant les réseaux commerciaux et renforçant l'impact des biens européens, tels que des armes à feu et le métal sur les communautés autochtones. Cette dynamique a contribué à transformer les économies territoriales du peuple des prairies. Les barres d'énergie. Les Premières Nations des prairies, notamment comme les Blackfoot, ont joué un rôle clé dans le commerce des fourrures grâce à la chasse du bison et à la production du pemmican, une source de nourriture essentielle pour les commerçants. Les femmes autochtones et métisses étaient centrales dans la préparation du pemmican et des pots, renforçant l'économie métisse qui dominait l'approvisionnement des pemmicans après 1821. En 1811, Lord Shelrykirk a acquis une vaste région pour établir les colons écossais dans la vallée de la rivière Rouge, zone déjà peuplée par les Métis et traversée par les routes commerciales de la Compagnie du Nord-Ouest. La colonisation a provoqué des tensions car les arpenteurs et les colons ne reconnaissaient pas les revendications métisses. Cela a conduit les Métis et les Northwestern à s'allier contre la lutte économique foncière
de la HBC. La proclamation du Pimmican en 1814. En 1814, le gouverneur Miles MacDonald de la compagnie Selkirk a émis la proclamation du pemmican, interdisant l'exportation de pemmican et l'utilisation des chevaux pour la chasse au bison. Ces mesures, perçues comme oppressives, suscitèrent une forte résistance métisse et des membres de la compagnie du Nord-Ouest, ceux qui dépendaient du pemmican. La tension monta jusqu'à la bataille de Seven Oaks en 1816, où les métis triomphèrent renforçant leurs sentiments nationalistes. Ce conflit exacerba les rivalités entre la HBC et la CNO, entraînant des pertes économiques importantes. En 1821, sous la pression politique et économique, les deux compagnies fusionnèrent, établissant un monopole commercial stable pour les 50 années suivantes.